Bonjour, c'est Xavier. Je voulais vous faire une petite vidéo consommation aujourd'hui. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Combien fais-tu de kilomètres avec ta Model 3? Et la majorité du temps, je sais pas trop quoi répondre. La vérité, c'est que je m'en fiche un peu parce que généralement, un des passagers ou moi-même, on a besoin de s'arrêter avant d'arriver au zéro de la batterie. Malgré tout, là, c'était l'occasion parce que je vais faire un trajet aller-retour, donc avec une pause au milieu. Et je pense que ça peut passer sans recharger. Il y a 400 km en tout. Alors ce type de vidéo, je l'ai déjà fait avec mes précédentes Model 3, mais là je suis avec la dernière Model 3 dispo en date, donc la propulsion avec la batterie de 60 kWh. D'après la prévision Tesla, là je devrais arriver avec 56% de batterie à destination. Pour le moment, ma consommation est faible, 102 Wh par kilomètre, mais ça va se compliquer puisque la majorité du trajet va se faire via l'autoroute sur la A1. Oui, là c'est le test de la vraie vie. C'est pas du WLTP. On va checker en même temps les prévisions du GPS, voir s'il est correct ou pas. Donc on devrait mettre 1h56 pour 191 km et arriver avec 56% de batterie. On va surtout retenir l'heure d'arrivée, 16h27. On arrive sur l'autoroute. Je vais essayer de rester le plus possible à 130. Je fais beaucoup d'autopilote sur ce type de trajet. Ça reste tout de même vachement reposant. J'ai l'autopilote de base, du coup je suis souvent en fonction du trafic obligé de le désactiver et le réactiver pour me rabattre sur la file de droite. Et le comportement de beaucoup, c'est que du coup on a tendance à rester un peu sur des voies de gauche. Dans certains pays, la voie de droite elle est exclusivement réservée pour les poids lourds et je trouve pas ça plus mal. Mais en France on est obligé de zigzaguer. Et côté conso, je suis certain qu'à la fin du trajet ça se ressent. Bon là je reste un peu au milieu, puisqu'à droite c'est quand même beaucoup plus lent que moi. Mais je vous vois venir, Certains me disent souvent en commentaire, rabat-toi à droite, sauf qu'en vidéo les impressions de vitesse ne sont pas du tout les mêmes, et je me rabats pas pour 3 secondes. Niet, désolé. Par contre Tesla, ils sont un peu chiants quoi. Ils vous obligent à payer une option hors de prix, uniquement pour garder l'autopilote actif lors des dépassements sur autoroute. Parce que oui, on en revient à ça. Il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant dans le pack EAP. Il va quand même falloir qu'il se réveille parce que la concurrence, c'est de base en général, ce type d'option. On n'a pas à réactiver et désactiver à chaque dépassement. Je trouve que l'insatisfaction des propriétaires Tesla est de plus en plus présente, aussi bien sur le Tesla Vision. Il y a pas mal de trucs qui sont dégradés par rapport à avant. Donc les feux automatiques, une horreur, et on est obligé à nous les mettre. Moi, les capteurs de pluie, c'est du n'importe quoi. Là, on arrive aussi à la suppression des radars pour le stationnement. On va voir ce que ça va donner. Perso, j'y crois pas trop. De même, les freinages fantômes sont toujours présents. Le problème n'a toujours pas été résolu. La lecture des panneaux, on n'en parle même pas. Les délais de livraison, ils sont assez farfelus. Et lorsqu'arrive le jour de la livraison, dans certains delivery centers, c'est pas la fête. Et je n'aborde même pas le sujet du SAV où certains utilisateurs se voient refuser des prises en charge, soi-disant pour certains standards Tesla. Ça fait plusieurs fois que je vois des appuis-têtes qui sont abîmés, qui se dégradent avec le temps. Sur des forums US, il y en a aussi pas mal qui tournent. Alors Tesla, ils évoquent des produits capillaires non adaptés, ou quoi qu'il en soit, les appuis-têtes, ils doivent pas se barrer en cacahuète comme ça. Mais il devrait y avoir une prise en charge. C'est anormal pour moi. Et en plus, ça reste à prouver. Bon, c'était la petite minute coup de gueule, désolé. Mais heureusement, pour eux, ils ont un excellent produit à vendre. Mais je leur dirais quand même, faites gaffe, parce que les Chinois là, BYD, ils sont tout juste derrière et ils arrivent. Bon allez, on reprend notre trajet, vous avez vu, même tout seul, je me suis arrêté faire une pause pipi, c'est pas toujours de la faute des enfants, ni de ma femme. On a beau dire, par contre, cette voiture, elle est vraiment agréable niveau accélération. Au niveau des voies d'insertion, on n'embête personne. On s'insère à la même vitesse que les autres usagers. Beaucoup iront dire que ça sert à rien, mais moi je trouve ça sécuritaire. Et même dans certaines situations, pouvoir donner un bon coup d'accélérateur et se dégager, qui sait, d'une situation dangereuse. Alors certes, de temps en temps je l'apprécie pour faire le kéké, mais un jour, il pourra peut-être me sauver la vie aussi. Alors malgré ce petit arrêt, on arrive toujours 16h27, c'était même 16h28 au début. Et finalement, je vous ai avancé un petit peu dans le temps, il est 16h23. Par contre, étonnamment, et ça c'est la première fois qu'elle me le fait, j'arrive avec 53% de batterie alors qu'elle m'avait indiqué une arrivée à 58%. Alors je vais plaider coupable, j'ai peut-être eu le pied un petit peu lourd. Une grosse heure après, je repars. Bon, j'étais à 53, je suis passé à 52, sûrement le mode sentinelle. Alors elle affichait 53, mais en réalité c'était peut-être même 52,6. La voiture fait tout le temps des arrondis.
Alors juste pour information, j'ai pas filmé. Elle m'a proposé un retour avec un arrêt au superchargeur de Lille que j'ai refusé. J'ai cliqué sur retirer les arrêts pour recharge. Donc là, elle me dit attention, conduisez à une vitesse inférieure à 110 km/h, sinon en gros, vous allez avoir des soucis pour rentrer. Là, j'ai une petite hésitation quand même. Comme à l'aller, elle s'est un peu plantée dans son estimation de batterie. Je sais pas trop si je le tente ou pas. On va faire un petit arrêt éclair charge quand même. Hein. Ou pas, je sais pas. Alors je suis à 50% de batterie utilisée et j'ai fait combien de kilomètres? 218. Donc théoriquement 436 avec un plein. Un plein de... Ouais. Est-ce que j'ose rentrer chez moi sans recharger? On va le faire, on va oser juste pour la vidéo. Là au début elle me dit, là je viens de re-rentrer mon itinéraire. Elle me dit j'arrive avec 5% et rapidement, paf, je pense que là elle a ajouté un calcul météo ou je ne sais quoi. Et elle repasse à 3%. Bah, on va y aller quand même, hein, même si elle dit de rouler à moins de 110. Ouais, allez, on rentre à la maison sans charge. Et finalement, j'ai eu raison, puisque j'ai dû passer toute la rocade de Lille, et Lille, bah, ça bouchonnait. Donc, lorsqu'on ralentit, ben on consomme moins. Je n'ai plus le message qui me dit de rouler à 110. Et encore mieux, elle me dit qu'il me restera 6% de batterie à l'arrivée. J'ai toujours roulé à une vitesse de 130 lorsque c'était possible, et puis un petit peu moins lorsque on fait des dépassements ou bien que ça bouchonne un petit peu. Bon, ça me rassure, la voiture reste quand même relativement pessimiste. Pour moi, elle a toujours été pessimiste, sauf sur ce trajet aller. À noter que là, je roule avec un modèle 2022. J'ai aussi une autre SR+, l'US, qui elle est de début 2020 avec une autre technologie de batterie. Elle est aussi moins lourde. Et pourtant, celle qui consomme le moins des deux, c'est bien la nouvelle. C'est la plus lourde, celle avec les LFP. Alors ok, sur la nouvelle, j'ai la pompe à chaleur, mais je pense aussi j'ai le moteur qui fait la différence. Là, c'est simple, sur mes trajets été qui se ressemblent relativement. Enfin, non, je peux pas dire ça parce qu'à chaque fois que j'ai un long trajet à faire avec de l'autoroute, je prends ma nouvelle Model 3, la LFP, parce que mon autre, elle est en LOA, et celle-ci, je l'ai achetée, donc la LOA, j'évite de lui mettre trop de kilomètres. Parce que je me dis, on verra la cote de l'occasion d'ici là, mais peut-être que je la rendrai pour en racheter une, ou bien si vraiment ça vaut le coup de la racheter, je la rachèterai. Comme je sais pas trop, pour l'instant, j'évite de dépasser fortement le kilométrage que j'ai sélectionné lors du contrat de location. Donc sur la LFP, cet été, j'ai une moyenne de 139 Wh par kilomètre, alors que sur l'US, je suis à 153. Bon là, si on revient à notre trajet, si je continue comme ça, d'après elle, il me reste 25% d'autonomie, 87 km. Ouais, c'est sur autoroute, la moyenne est quand même assez élevée. Alors, fais un petit saut dans le temps. Il ne nous reste plus que 14% de batterie. On a parcouru 350 km pour une moyenne de 137 Wh par kilomètre. Alors, désolé, on est passé en mode nuit, c'est un peu moins visible. On est sorti de l'autoroute. On n'a plus que 6% de batterie, je suis pas très loin de chez moi. Alors si je rentre tout de suite, j'aurais fait un peu moins de 400 km, alors juste pour le fun. Et si je ne veux pas mettre un titre putaclic qui est faux, je vais quand même essayer de faire les 400 km avant de rentrer. Bah ouais, ça serait dommage quand même, 392 km. C'est quoi ce bordel? On y est presque. Il me reste plus que 4%. Alors je suis vraiment désolé, la mise au point est horrible. Mais en gros, là elle me dit, attention, là tu cherches les ennuis autour de toi. Il n'y a pas de point de recharge et ta batterie elle est faible. Mais c'est bon, on y est quasiment. 399 km depuis la dernière recharge. Bon, on vient de passer qu'à 2% de batterie. Mais voilà, c'est bon. 400 km parcourus pour une moyenne de 136 Wh par kilomètre. Alors je vais pas attendre, hein, bien sûr. Je mets en charge tout de suite le véhicule. On a consommé malgré tout un petit peu plus au retour qu'à l'aller. Je vois que sur le trajet actuel, là, 193 km pour le retour, j'ai fait une moyenne de 144 Wh par kilomètre.
et que la globalité du trajet, donc les 400 km globaux, c'est 136 Wh par kilomètre. Les temps de trajet ont également été respectés. Sur l'autoroute, j'ai bien été à 130, je n'ai pas réduit ma vitesse. La température, elle était quand même plutôt favorable, 20 degrés. Ce n'est pas un test absolu, de toute façon, les tests absolus de consommation, ça n'existe pas, il y a trop de paramètres. Il y a le type de pneu, le nombre de personnes et la charge du véhicule, le vent, bien entendu, la vitesse. Moi, ce que je vous propose, c'est des tests de la vraie vie. Mais dans la vraie vie, je pouvais aussi très bien m'arrêter, si ce n'est que 10 minutes, au superchargeur de Lille pour avoir une grosse marge d'erreur, mais aussi un peu d'angoisse en moins lorsqu'on débute dans l'électrique. À ma destination, j'aurais également pu demander pour me brancher, ou du moins jeter un œil s'il y avait une borne aux alentours. Et là, ça aurait été 0 temps de plus. Mais perso, j'ai encore entendu le week-end dernier, ah moi l'électrique c'est impossible, tous les jours je fais 250 km. Alors ok, il faut avoir quand même une prise de recharge à destination chez soi au domicile. C'est quand même plus pratique. Mais c'est justement sur ce type de trajet quotidien, 200-250 km, où là on va faire un maximum d'économie. Parce que c'est sûr, celui qui fait 10 km par jour, limite, c'est pas rentable. Mais plus on roule, et plus l'électrique, c'est bien et économique. Et lorsque vous faites plus de 300-400 km par jour, l'idéal, si ce sont des trajets réguliers et qu'à destination vous avez un point de charge, bah là, bingo aussi. Et si vous êtes bien au-delà de ces kilométrages journaliers, bah c'est que vous roulez tellement que vous n'avez plus le temps de travailler. Ou alors, conduire est la fonction principale de votre job. Et là, même là, je vous invite à regarder la chaîne de Jérémy, Tesla, qui s'en sort très bien en électrique tout en étant taxi. Alors mon but, c'est pas non plus d'évangéliser à fond voiture électrique, etc. Je vous fais simplement profiter de mon retour d'expérience. La voiture électrique, elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde. C'est tout de même plus pratique d'avoir de quoi recharger à domicile ou à défaut sur son lieu de travail. Alors il faut aussi rouler un minimum parce que cette voiture, elle va être écologiquement viable, en France du moins, une fois qu'elle aura dépassé environ les 50 000 km. S'il vous faut 20 ans pour faire 50 000 km en voiture, écologiquement parlant, conservez votre thermique. Allez, on va s'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Si ce n'est pas encore le cas, n'oublie pas de t'abonner. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.